Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire se déroule à Utica, dans l'État de New York, par un matin ordinaire de juillet 2019. Vers 7 heures, un appel alarmant parvint au 911. Le répartiteur, sans perdre une seconde, envoya des voitures de patrouille à Post Street, où un crime venait d'être signalé. Post Street, une impasse typique s'étendant d'ouest en est depuis Calvert Avenue et se terminant dans une zone boisée, devint soudainement le théâtre d'une scène macabre. À son arrivée, l'officier découvrit un SUV noir garé et à côté un homme allongé dans une mare de sang. Sous les yeux horrifiés du policier, cet homme tenta soudainement de se trancher la gorge tout en prenant un selfie macabre. Non loin de là, le policier aperçut un corps recouvert d'une bâche à côté de la Jeep. À en juger par la silhouette, il s'agissait d'une femme. Le jeune homme, en proie à une frénésie, criait qu'il avait tué sa petite amie et qu'il allait la rejoindre dans la mort. Les agents, agissant rapidement, réussirent à empêcher l'homme de mettre fin à sa vie et appelèrent des médecins. L'homme blessé fut transporté à l'hôpital Sainte-Élisabeth avec de graves blessures au cou. Les chirurgiens, avec une grande habileté, recousurent les plaies et stabilisèrent son état. Il était évident que cet individu venait de commettre un meurtre horrible et était dans un état mental fragile. Au début, les forces de l'ordre gardèrent secrète l'identité des personnes impliquées dans cet événement tragique. Cependant, les informations commencèrent rapidement à se répandre sur Internet. Il s'avéra qu'un jeune homme nommé Brandon Clark avait réussi à publier une série de photos choquantes sur son compte Instagram peu après l'incident. Ces images montraient un véhicule renversé et une jeune fille morte, presque décapitée. Sur une photo, on pouvait voir son visage et le haut de son corps. Sur une autre, la main ensanglantée de Brandon avec les mots « Désolé Bianca ». Bien que son compte Instagram ait été supprimé, Brandon continua à publier du contenu perturbant sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, il y avait une photo où sa main ensanglantée tendait vers un corps couvert d'une bâche avec la même inscription « Désolé Bianca », ainsi qu'un selfie avec une blessure au cou et la légende « Au revoir ». Après avoir publié sa dernière story Instagram, Brandon ajouta même la date de sa propre mort. Le 14 juillet 2019, l'administration de la plateforme Internet mit fin à la diffusion des images horribles. Cependant, le silence des autorités n'empêcha pas les utilisateurs d'Internet d'identifier la victime. Bianca Devine, une jeune fille active sur plusieurs réseaux sociaux. Les rumeurs et spéculations se multiplièrent, donnant naissance aux théories les plus incroyables. Les communautés en ligne s'enflammèrent, oscillant entre sympathie sincère et moquerie cynique. Des groupes apparurent, promettant du contenu choquant et prétendant détenir les photos publiées par Brandon. Bianca Devine, âgée de 17 ans, venait de terminer ses études secondaires et avait postulé à un collège local pour étudier la psychologie. Sa vie n'avait pas été un long fleuve tranquille. En 2010, des disputes constantes entre ses parents marquèrent le début des problèmes familiaux. Sa mère déposa plusieurs rapports de violence domestique, mais les retira par la suite. Bianca, la plus jeune de la famille, fut profondément affectée. À l'école, elle fut diagnostiquée avec divers troubles mentaux. Dépression, anxiété, troubles de la personnalité borderline et troubles de stress post-traumatique. En 2015, son père quitta la famille, aggravant son état. Bianca, très attachée à son père, vit ses problèmes psychologiques s'intensifier. Sa mère l'emmena chez plusieurs spécialistes, sans progrès notable. Les crises de panique à l'école devinrent fréquentes, nécessitant une brève hospitalisation en clinique spécialisée. Bianca passa alors à l'enseignement à domicile, découvrant le monde fascinant d'Internet.
Sur Instagram, elle comptait environ 2000 abonnés, mais gagna en popularité sur le forum d'images 4chan, un lieu de rassemblement pour des personnes aux intérêts variés et parfois controversés. Des rumeurs circulaient sur la vente de photos révélatrices par Bianca, bien que non confirmées. Ses camarades de classe la décrivaient comme agréable, bien que quelque peu excentrique. Malheureusement, les troubles mentaux à l'adolescence trouvent souvent leurs racines dans les problèmes familiaux et les traumatismes. L'ex-petite amie de Bianca se souvenait d'une relation qui avait commencé de manière merveilleuse, mais qui s'était rapidement détériorée. La jalousie et les crises d'hystérie de Bianca devinrent fréquentes, probablement exacerbées par ses troubles mentaux. Certains de ses amis remarquèrent qu'elle était souvent trop directe, surtout avec les garçons. Un autre personnage fit son apparition dans la vie de Bianca, un ami en ligne qui la courtisait de manière persistante et la harcelait même dans la vie réelle. Cette situation dura environ 2 ans et faillit pousser Bianca au suicide, comme elle le confia à son médecin, qui l'envoya en traitement dans un établissement spécialisé. Cependant, à la veille de la tragédie, la vie de Bianca semblait s'être stabilisée. Elle laissait derrière elle ses sautes d'humeur violentes, regardait l'avenir avec optimisme et plaisantait même en se remémorant les dernières années. Quant à Brandon Andrew Clark, il avait grandi dans une famille instable, marquée par la violence de son père. À l'âge de 12 ans, Brandon et sa mère furent retenus en otage par son père, armé d'un couteau. La police intervint et Brandon fut placé en famille d'accueil. Au moment des événements tragiques, Brandon avait 21 ans et vivait à Bridgeport, à moins d'1 heure de route d'Utica, où résidait Bianca. Les deux jeunes se rencontrèrent sur Instagram quelques mois avant l'incident. Leur relation évolua rapidement, passant de simples échanges en ligne à des rencontres en personne. Bianca rencontra même la famille de Brandon, qui la trouva polie et attentionnée. Ses amis le décrivaient également comme une bonne personne, passionné de fitness et d'anime. Cet été-là, Brandon et Bianca étaient devenus très proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Le 13 juillet 2019, il prévoyait d'assister à un concert de Nicole Dollangange à New York. Arrivé sur place vers 19h30, ils fumèrent de la marijuana avec une connaissance avant d'entrer au concert. Là, une querelle éclata lorsque Brandon vit Bianca saluer joyeusement un certain Alex, un ancien ami en ligne. Bianca tourna toute son attention vers Alex, ignorant Brandon, et plus tard Brandon les vit s'embrasser. Furieux, Brandon ramena Bianca à Utica après le concert. Pendant tout le trajet, il tenta de discuter de la situation, mais Bianca s'endormit dans la voiture. Arrivé à Post Street, Brandon continua à exprimer son indignation face au comportement de Bianca. La jalousie de Brandon au concert, bien que compréhensible, prit une tournure excessive et malsaine. Selon son témoignage, lors de cette conversation fatidique sur Post Street, Bianca lui annonça que tout était fini entre eux, qu'elle n'était plus intéressée et qu'elle ne lui avait jamais promis un amour réciproque. Ces mots semblèrent briser définitivement le psychisme déjà fragile de Brandon. Dans un accès de rage, il saisit un grand couteau et infligea des blessures mortelles à Bianca, filmant ce terrible acte avec son téléphone. Après avoir laissé le corps de Bianca dans la voiture, Brandon sortit, ramassa quelques branches et alluma un feu. Il se mit ensuite à publier sur les réseaux sociaux, se connectant au compte Instagram de Bianca pour y poster une photo de son corps mutilé. Les abonnés, d'abord choqués, crurent à une mauvaise blague, mais la réalité devint évidente lorsque Brandon téléchargea d'autres photos sur Discord. Quelqu'un alerta la police, mais les informations étaient insuffisantes pour une intervention immédiate. Pendant ce temps, Brandon envoya des messages d'adieu à ses proches, ressemblant à des notes de suicide. Ensuite, Brandon jeta son ordinateur portable dans le feu et appela la famille de Bianca pour leur annoncer froidement qu'il avait tué leur fille. À 7h21, il contacta lui-même le répartiteur du 911, déclarant « J'ai tué ma petite amie » et donna sa localisation. Pendant que la police se précipitait sur les lieux, Brandon écrivit « Vous ne m'oublierez jamais » sur le sol avec un bâton, s'allongea à côté du corps sous la bâche, prépara un couteau et un téléphone et attendit. Le lendemain, Brandon fut accusé de meurtre.
les policiers découvrirent qu'il était littéralement obsédé par Bianca De Vince. Il cherchait constamment son nom sur Google, surveillait ses réseaux sociaux, sauvegardait ses photos et la bombardait de messages. Brandon avait même tatoué une image d'une fille sur une balançoire sur sa jambe, le symbole personnel de Bianca. Une théorie suggérait qu'il aurait pu la droguer et l'abuser, mais cela resta non confirmé. Malheureusement, cette rencontre se termina tragiquement. Bien que les paroles de Bianca aient été douloureuses, elles ne pouvaient justifier un meurtre. Cela allait bien au-delà de la simple jalousie ou de la colère due au rejet. Les signes d'une obsession malsaine, de manie de persécution et de contrôle étaient évidents, tout comme les publications effrayantes de Brandon sur les réseaux sociaux, comme s'il se vantait de son acte. Les réseaux sociaux explosaient de discussions animées. La plupart des utilisateurs étaient choqués par cette histoire horrible, mais sur le tristement célèbre forum d'images 4chan, certains approuvaient Brandon et se moquaient de la tragédie. Les photos macabres publiées par Brandon sur Facebook et Instagram se répandirent rapidement sur Internet. L'ampleur de la diffusion força l'administration des plateformes à ajouter ces images aux empreintes digitales numériques et à bloquer les publications basées sur elles. Les serveurs Discord durent être fermés temporairement. Malgré les efforts des modérateurs, ces images pouvaient encore être trouvées sur 4chan. Le cynisme et le surréalisme de la situation étaient frappants. Ayant commis un meurtre brutal, Brandon ne fuyait pas, mais exhibait son crime sur les réseaux sociaux. Il publiait des photos macabres, envoyait des messages d'adieu à ses proches, jetait des preuves dans le feu, comme s'il jouait à un jeu pervers. En même temps, il se présentait presque comme un héros romantique, gravant un message pour la victime sur le sol. La réaction de certains utilisateurs sur les forums d'images, se moquant de la mémoire de Bianca, était également troublante. Quant à l'obsession de Brandon, son comportement présentait tous les signes d'un harcèlement morbide et d'une manie obsessionnelle. Suivre constamment Bianca en ligne, collecter ses photos, tatouer ses symboles personnels. Une telle obsession et un comportement inadéquat sont des signaux d'alarme. Malheureusement, cette histoire démontre que dans notre ère numérique, le danger peut se cacher là où on ne l'attend pas. Lors des interrogatoires, Brandon Clark affirma à plusieurs reprises qu'il ne se souvenait pas des détails du crime, invoquant une sorte de dépression mentale. Cependant, lorsque les enquêteurs trouvèrent la vidéo du meurtre filmé par Brandon lui-même, sa mémoire s'éclaircit miraculeusement, bien qu'il n'avouât toujours pas sa culpabilité. En décembre 2019, au lieu de chercher à se défendre, Brandon se retrouva dans de nouveaux ennuis. Un chive, fabriqué à partir d'une brosse à dents, fut trouvé dans sa cellule à la prison du comté d'Oneida, aggravant les accusations contre lui. Réalisant la gravité de sa situation, Brandon changea son témoignage le 10 février 2020 pour plaider coupable. Le tribunal fixa la sentence au 7 avril, mais la pandémie et les restrictions de quarantaine retardèrent le processus. Au début de l'été, Brandon changea d'avis et envoya une pétition pour retirer son plaidoyer de culpabilité, affirmant que son avocat l'avait forcé à conclure un accord. Le juge, se souvenant que Brandon n'avait aucune plainte contre son avocat lors des premières audiences, rejeta cette ruse. Une autre tentative d'audience eut lieu le 30 septembre, mais la décision écrite ne fut prête que le 30 octobre, reportant l'annonce du verdict au 8 décembre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Brandon risquait au moins 25 ans de prison, voire la perpétuité. Finalement, le 16 mars 2021, Brandon Andrew Clark fut condamné à 25 ans de prison. Lors de cette dernière audience, il exprima enfin des remords pour ses actes. Cependant, le psychologue impliqué dans l'affaire considéra ses actions comme un cas classique de violence domestique, provoqué par la masculinité toxique et le désir d'affirmer son pouvoir sur la victime. Alison Margari, chef du département local de criminologie, ajouta que le comportement de Brandon correspondait pleinement au profil typique d'un criminel violent masculin se sentant lésé et cherchant à s'affirmer par la violence. Mais ce n'était pas encore la fin de cette tragédie. En juillet 2021, plus d'un an après les événements, la famille de Bianca intenta un procès contre le bureau du procureur du comté d'Oneida. Selon les plaignants, le procureur du district ou l'un de ses subordonnés aurait délibérément divulgué des enregistrements vidéo du téléphone de Brandon sur Internet.
Le plus choquant était une vidéo intime mettant en scène Brandon et la mineure Bianca. Ces images scandaleuses furent diffusées sur plusieurs chaînes de télévision locales, dans l'émission nationale Quartwit Hour sur CBS et même par un blogueur YouTube. D'un point de vue juridique, le procès qualifie ces actions de distribution illégale d'une vidéo intime d'enfant, ce qui est extrêmement grave. Il est difficile de prédire l'issue de ce litige, mais il est clair que le bureau du procureur ne se laissera pas faire facilement. Nous devrons attendre les commentaires officiels, mais le simple fait d'une telle fuite, surtout à partir des matériaux d'une affaire criminelle, est un coup terrible pour la famille déjà traumatisée. Détective Brooks a déclaré « Au cours de mes longues années de service dans la police, j'ai vu toutes sortes de choses, mais cette affaire me déroute complètement. Le meurtre brutal d'une jeune fille, la diffusion de tout cela sur les réseaux sociaux, un criminel obsédé et maintenant une fuite de contenu aussi sensible. Est-ce que quelqu'un dans le bureau du procureur cherchait du sensationnalisme ?» Cette histoire tragique du meurtre de Bianca Devins met en lumière les dangers cachés de notre ère numérique. Ce qui a commencé comme une relation en ligne s'est transformé en une obsession malsaine, culminant dans un acte de violence horrible. La diffusion de ce crime sur les réseaux sociaux a ajouté une dimension de sensationnalisme, exacerbant la douleur de la famille de Bianca et choquant le public. Les réseaux sociaux, qui peuvent être des outils puissants pour la connexion et le partage, se sont transformés en plateformes de voyeurisme macabre. Les actions de Brandon Clark exhibant son crime en ligne ont montré une facette sombre de la technologie moderne où la recherche de l'attention et de la validation peut mener à des comportements extrêmes. En fin de compte, cette histoire est un appel à la réflexion sur les impacts de la technologie sur nos vies et sur la manière dont nous pouvons mieux protéger les individus vulnérables dans notre société connectée. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.